sur le notaire augmenté, sur Kivia. Alors, quels sont les... Oui, j'introduis quand même à chaque fois, quand même je m'adapte. Quels sont les enjeux actuels et futurs auxquels les notaires aujourd'hui et leurs équipes doivent faire face? Quelles réponses à apporter? Quels défis à relever pour le notariat dans un environnement en pleine évolution? Et on l'a vu en effet au long de toutes nos conférences. On va parler ici d'enjeux sur l'accélération des usages numériques qui ont modifié donc les pratiques et cette fameuse virtualisation des échanges, d'enjeux autour de l'intelligence artificielle et de la data. Dieu sait qu'on a parlé de la donnée depuis hier, de son stockage, de sa sécurisation, encore plus avec la confidentialité qui caractérise donc votre métier, de l'interopérabilité au sens de la donnée, du traitement, de la contextualisation qu'on va voir, mais surtout de sa valorisation. Et la valeur, c'est un élément dont on a parlé beaucoup depuis hier. Parce que, ça vous aura pas échappé, ce patrimoine de la donnée, comme je l'ai dit, mais j'insiste, contribue à la valorisation de vos actifs incorporels et de votre capital immatériel. On va parler aussi de mobilité, de nomadisme, avec les outils pour être en phase avec les nouveaux usages et modes de travail collaboratif. Évidemment, on va parler d'innovation, dans cette continuité donc depuis hier. On va parler d'innovation, mais surtout au service des études, dans son approche d'attractivité, de compétitivité, d'efficacité opérationnelle et d'efficience. Et puis on va parler d'innovation produit, d'innovation de procédés, et qui vont vous permettre de libérer votre intelligence stratégique et juridique. Une ergonomie, vous allez voir avec Stéphane Fauvel, alors pas Stéphane, mais avec le produit, une ergonomie repensée, une prise en main facilitée, une expérience utilisateur augmentée, visant à vous accompagner donc dans l'optimisation, le pilotage de votre étude et de la performance reposant sur, vous allez voir, les dernières technologies autour de vos expertises métiers. Donc pour en parler, il y a toujours pareil, il y en a qui en parlent et il y en a qui font les choses. Bon, ça tombe bien parce qu'on a des gens qui vont vous en parler et qui vont vous les démontrer. Donc j'ai la joie d'accueillir Stéphane Fauvel, donc directeur des solutions métiers, Genapi. Polysoc, donc CTO de Soflo, on l'appelle Monsieur Intelligence Artificielle, mais vous allez voir que c'est pas si artificiel que ça, au contraire du tout, c'est ton intelligence au service du développement de l'IA, et bien sûr Hugo, je dis Hugo, Monsieur maintenant, Monsieur Hugo de l'Écluse. Pour commencer, on va illustrer un petit peu tout ça comme la promesse de valeur. Je vous avais promis qu'on allait matérialiser tout ce dont on a abordé depuis hier. Et donc Stéphane va vous présenter justement Kivia qui intègre toutes les composantes qu'on a traitées depuis hier. Stéphane, je te laisse la main. Je suis désolé, j'ai un peu touché sur l'écran. Alors, je te prends un micro ou je prends son micro ? Tu me le prêtes ? Donc, écoutez, merci d'être présent dans cette présentation de Kivia. Donc, Kivia, c'est un produit sur lequel on a commencé les travaux il y a un peu plus de 3 ans. C'est pas sans vous rappeler qu'E-Note, c'est un produit qui a une quinzaine d'années. Ça fait 3 ans qu'on a attaqué les travaux, donc tout ce qui est recueil de besoins et des travaux très forts qui ont été menés avec le lab. On a mis en place, il y a ça 3-4 ans, un lab d'utilisateurs. Beaucoup sont ici présents aujourd'hui. Un panel de notaires représentatifs de l'ensemble des structures d'études, du multi-office, du créateur, du cloud, du pas cloud. Bref, tout le monde est réuni, tout le monde travaille ensemble sur, Thomas l'a bien abordé hier, la notion de la valeur délivrée dans le produit, la priorisation et l'itération. C'est-à-dire que bien évidemment, on n'est pas parti avec on a une vision globale et on construit tout ça de façon itérative régulièrement. Et dans toutes les phases de conception du produit, on en discutera tout à l'heure, notamment avec Hugo qui fait partie du lab. Kivia se base sur 4 grands piliers que sont l'ergonomie, l'IA, l'intégration des premières fonctionnalités basées sur l'IA, le pilotage de l'activité et la mobilité. Je ne vais pas vous faire la démonstration de l'intégralité des fonctionnalités qui ont été intégrées dans Kivia. Il y a un espace partenaire, je présume que vous avez déjà été faire un tour et vous avez eu déjà l'occasion de voir le produit. L'idée, c'est de refaire un point, de reposer un point sur vraiment ces 4 grandes notions qui ont été prises en compte dans le produit. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, en préambule, c'est que
aujourd'hui, on travaille sur des solutions InnoteOffice globales pour la plupart d'entre vous. Ces solutions sont hébergées dans le cloud, ou pas, mais en tout cas, puisque aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Kivia, on va parler du cloud. On va conserver certaines fonctionnalités dans ce produit historique. L'idée dans la construction de Kivia était d'adresser dans un premier temps toute la partie ERP, gestion du dossier, gestion du client, gestion du dossier, dématérialisation du dossier. On le verra, c'est quelque chose d'important, d'avoir toujours sur la main l'accès à l'information, ne plus chercher dans l'étude les informations nécessaires et utiles via le dossier papier. Là, on a tout dématérialisé et c'est ce qu'on verra notamment à travers l'ergonomie. Mais on a également dans Kivia attaché certaines fonctionnalités de production qui sont la récupération automatique des documents d'urbanisme tels que géorisques et les plans cadastraux. Des liens forts entre la comptabilité et le produit, tout ce qui est demande de virement de fonds, réception des fonds, savoir les fonds qui arrivent dans l'étude, à qui ils sont destinés. Bref, il y a beaucoup d'automatismes qui ont été mis en œuvre autour de tout ça. Si vous n'avez pas vu ces fonctionnalités, je vous inviterai à aller les voir ensuite dans l'atelier qui est prévu à cet effet. Et puis, on a toute cette partie Kivia qui arrive avec un logiciel web que je vais vous présenter, avec une nouvelle ergonomie, du tableau de bord et l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez lire et que je vais vous présenter. L'important là dans cette histoire, c'est de comprendre que le passage d'Inote à Kivia ne nécessite pas de transfert comment on appelle ça, de reprise de données, puisqu'on est sur la même base de données. Donc c'est une simple mise à jour du logiciel, ce qui veut dire que pour vous, il n'y a pas on arrête de travailler un mardi sur du Inote, le mercredi matin, on est opérationnel sur du Kivia. D'accord ? Alors, ça tombe plutôt bien. J'étais sur un Inote. On va du coup commencer directement par la partie ergonomie. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau produit Kivia et la nouvelle page d'accueil. L'idée de cette page d'accueil, elle est personnalisable via des widgets, c'est-à-dire que chacun pourra personnaliser l'information qu'il souhaite avoir dans ce tableau de bord et dans cette page d'accueil, un peu à l'image de ce que vous aviez dans le tableau de bord InnoteOffice 360. Mais on voit qu'on a des nouvelles fonctionnalités qui ont fait leur apparition, notamment l'état d'avancement des dossiers et le suivi des dossiers, j'en reparlerai juste après. Une partie qui est relative aux tâches, on a tout un travail assez important sur les tâches à faire, ce que j'ai à faire dans le cadre de mes dossiers et pouvoir classer ces informations et donner aux utilisateurs une information très claire de ce qu'il attend dans sa journée et dans le programme de sa journée. Et toujours dans ce cadre, un accès continu et permanent à l'agenda. Vous savez qu'aujourd'hui, l'agenda, c'est un produit qui est à part du produit Inote. Là, l'idée, c'était d'intégrer directement dans cette page l'accès à l'information de l'agenda. Cette information, elle est assez succincte, mais à la fois, vous verrez qu'on y a intégré des petites choses qui vont faciliter le travail du quotidien. Notamment, alors je reviens sur, vous voyez ici, il y a des indicateurs qui sont indiqués. Si je prends mon rendez-vous, on va pouvoir indiquer les clients qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer votre accueil aujourd'hui, lorsque les clients arrivent, par un simple clic, ils vont pouvoir indiquer si les clients sont arrivés. Et vous, depuis votre poste de travail, vous avez une vue directe sur les clients qui sont arrivés et qui sont présents dans la salle d'attente. Est-ce que les fonds sont présents? Et puis, bien évidemment, un lien direct vers le rendez-vous visio, si vous avez un rendez-vous visio qui a été prévu, et d'autres informations qui vont faciliter les usages du quotidien. Sur cet aspect ergonomique, comme je vous le disais, on a également une gestion, là on n'est pas dans l'ergonomie, mais on est dans le fonctionnel et les évolutions inhérentes à l'évolution de la profession aujourd'hui. J'entends par là le multi-office. Le logiciel Kivia est prévu pour gérer cette particularité, ou en tout cas cette situation du multi-office. Sur le dossier, je vais vous montrer le nouveau visuel du dossier. Donc, on a voulu garder la structure qui était celle à laquelle les utilisateurs sont habitués, à savoir les comparants, les partenaires, les immeubles, qui ressemblent un peu dans l'état d'esprit à ce qu'on avait dans le produit actuel. L'objectif, c'était pas non plus, comme je vous l'ai dit, c'est une simple mise à jour du logiciel. L'idée, c'était que, au maximum, les utilisateurs se retrouvent de façon assez simple et aisée dans ce nouveau produit. Donc, on va avoir repris ces informations, et puis, vous voyez qu'il y a certaines choses qui sont présentes qu'on n'avait pas avant. Il faut savoir qu'on a quand même passé presque 6 mois
avec l'aide de nos équipes de formateurs, à éplucher tous les rapports qui sont faits lorsque nos équipes de formation sont présentes dans vos études. À chaque fois, il y a des rapports qui sont faits avec des doléances et des demandes. Tout ça, c'est stocké, classé, onglet par onglet, fenêtre par fenêtre, la fiche client, la fiche d'immeuble, etc. Tout ça a été priorisé et pris en compte dans le produit. Je pense à des choses là, qui sont assez visuelles. Je pense à l'accès au numéro de téléphone, l'accès au mail. Vous savez qu'aujourd'hui, pour accéder à ces informations, il faut ouvrir la fiche client. Là, aujourd'hui, vous avez ces informations qui sont directement accessibles depuis cette page dossier. Et puis également, vous voyez beaucoup plus d'informations inhérentes au dossier, à savoir les détails de l'opération avec les conditions suspensives. Est-ce que j'ai des conditions suspensives? Est-ce que j'en ai pas? Le prix, le montant du mobilier, bref, toutes ces informations qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, qui nécessitaient d'ouvrir le dossier, d'aller rechercher l'information, tout ça aujourd'hui est présent sur cette pochette dématérialisée. Vous le verrez, l'intérêt, il est assez évident. Lorsque vous êtes à l'étude, plutôt que de vous lever, d'aller chercher le dossier papier dans le bureau du collab, ou même le collab lui-même de retrouver le dossier dans son bureau, de façon dématérialisée depuis l'applicatif, vous aurez accès à ces informations, à savoir qu'on le verra tout à l'heure, tout ça est repris dans une application mobile également. Pardon. Un point très important, c'est la timeline et l'état d'avancement des dossiers. On met beaucoup d'énergie là sur ce sujet avec le lab. Ça fait encore l'objet de discussions, je ne vais pas dire animées, parce qu'elles sont rarement animées, mais en tout cas elles sont passionnées autour de ce sujet de la timeline et des états d'avancement des dossiers que vous retrouvez ici. L'idée, c'est de pouvoir avoir cette vue par dossier, mais également une vue d'ensemble sur l'ensemble des dossiers que je suis, et de pouvoir avoir une vue globale sur ces états d'avancement, avec bien évidemment des gestions d'alerte, se dire est-ce que les pièces sont périmées, est-ce que ma date d'obtention de prêt, par exemple, est passée. L'idée, c'est d'apporter l'information au collaborateur, plutôt qu'il ait besoin d'aller la chercher, on va lui amener l'information directement à sa disposition. La fiche client également, a évolué, tant dans son visuel que au sein des informations. Vous voyez qu'on va retrouver ici les derniers mouvements comptables qui ont pu être faits, les documents rattachés. Là, on reste un peu dans ce qu'on retrouvait dans l'état d'esprit. Et puis, des choses qui sont apparentes, ça, typiquement, c'est le lab et vos usages qui nous font remonter ces besoins. Un petit récapitulatif de la situation du client, qui est repris en tête là de sa fiche. Vous voyez qu'ici, on voit que c'est un client de l'étude, qu'il a 28 ans, en instance de divorce, etc. Bref, des informations qui vous permettent de mieux qualifier votre client. On en parlait hier ou ce matin, lorsque vous parliez de connaître vos clients. Vous avez ici l'accès à toutes ces informations. Si je reviens sur mon accueil, alors je vais vous montrer, également la partie documents qui a changé. On va retrouver, l'avantage d'être passé sur un logiciel web, c'est d'avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres, on le verra tout à l'heure. On a également pris en compte les multisélections de documents, les suppressions multiples, qui étaient des choses qui n'existaient pas, pour lesquelles on avait énormément de retours. Je vais repasser sur une des fonctionnalités. Donc, on a parlé de la partie, l'ergonomie. Je voudrais revenir sur la partie pilotage d'activité avec un module qui s'appelle Carreport, qui est, pour ceux qui ont connu Inode Performance, c'était un peu les prémices de ce qu'on va retrouver dans Carreport. Donc, Carreport nous permet d'avoir une vision à la fois, qualitative et quantitative des données de l'étude. Quantitative, ça parlera à tous les chefs d'entreprise que vous êtes, tout ce qui est financier, mais également qualitatif. J'entendais ce matin cette notion de chef d'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vos collabs et vous-même avez des outils entre les mains et qu'il est important de bien les utiliser, et que meilleure la donnée est présente dans le logiciel, meilleure l'utilisation en est. Je veux prendre par exemple les fiches clients. Alors, attendez, je vais retourner. Alors, c'est le mauvais exemple. Vous voyez ici, si je prends par exemple cette page, je vais pouvoir analyser, avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des fiches clients qui ont été créées. Je vais pouvoir voir également si les informations de cette fiche client sont bien rentrées. C'est des choses qui paraissent rien, mais dans le cadre des automatismes que l'on développe aujourd'hui, meilleure la donnée est, meilleure sera l'utilisation et les automatisations qui pourront en découler. Enfin, je voulais parler également de la partie IA. On a intégré donc plusieurs fonctionnalités autour de l'IA. Une première
qui concerne la production. Et comment il s'appelle hier notre ami de Télécom. Non, Thomas. Thomas parlait de la qualité de la data. Une des fonctionnalités qu'on a intégrées sur le principe de l'IA, c'est la qualification de la data et de se dire que finalement, quand on est dans un contexte d'un dossier, on a des actions qui sont répétitives et qui sont inhérentes au contexte du dossier. Donc là, ce qui a été mis en œuvre, c'est la possibilité donc de qualifier les usages, c'est-à-dire que dans tel contexte, les usages sont déterminés, seront proposés aux utilisateurs. On est dans de la recommandation. L'avantage, c'est que ce type de solution, comme elle est basée sur la data va évoluer en fonction des usages des études. Et au fil des usages, la recommandation évoluera également. Et puis enfin, un projet qu'on a mené notamment exclusivement avec Polly et ses équipes sur l'IA et l'extraction des informations. Vous avez vu qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, un dossier comporte beaucoup plus d'informations qu'il n'en contenait avant. C'est-à-dire que pour les collabs, c'est un temps de saisie supplémentaire, puisqu'il faut aller chercher l'information, il faut la saisir avec les risques d'erreur de saisie. Ce qui a été intégré comme fonctionnalité, c'est une première fonctionnalité, on en rediscutera après, qui consiste à extraire les informations d'un document dans le but de créer une opération. Ici, le but, ça va être d'analyser un avant-contrat, quelle que soit sa nature, et d'en extraire les informations pour justement créer ce dossier. Donc là, vous voyez que j'ai un dossier qui est vide. Je vais extraire les informations. Alors, je vais choisir un compromis qui est ici. Alors, je le fais avec un compromis qui est sur mon poste. On pourrait se dire, le compromis fonctionne bien. Qu'en est-il avec un compromis qui serait dans vos études? J'ai par ici, là-bas, Hubert, je crois, qui a été installé hier et qui a fait quelques tests et on m'a dit que tu étais agréablement surpris des résultats obtenus avec ce système. Merci. Quand je passe à Toulouse, tu me diras, je viendrai la saluer. Bref, vous voyez que donc on a eu un temps de traitement du compromis qui était assez rapide. J'ai pas discuté avec Hubert pour dissimuler le temps, mais c'est quelque chose qui est assez rapide. Et on va se retrouver donc dans une fenêtre. Vous savez que le traitement de la data, c'est une chose, mais alors, on aurait pu tout automatiser. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire, j'analyse un avant-contrat, j'extrais les informations, je les mets dans les bonnes cases, c'est fini, on n'en parle plus. Mais toujours avec l'appui de notre lab, lorsqu'on a travaillé ce sujet, il nous a paru plus pertinent de laisser la main aux utilisateurs dans la validation de la data et de l'information qui est rentrée. Dans le cas présent, vous voyez que j'ai mon compromis Ceinturi 21 ici. Je vais pouvoir dérouler. Ici, on a dématérialisé donc l'ensemble des données qui sont nécessaires à l'alimentation de la fiche. Ici, j'ai une date qui m'est sortie, date de signature prévisionnelle. Je vais cliquer sur cette date. Automatiquement, dans la partie de droite, on va montrer la partie dans l'avant-contrat où a été identifiée cette date. Et moi, utilisateur, je vais pouvoir dire oui, effectivement, c'est la bonne date, je clique. Ce qui va être intéressant, par exemple, ici, c'est le notaire en participation. Vous voyez que notaire en participation, l'algorithme qui nous renvoie les informations a identifié qu'il y avait 2 notaires. C'est-à-dire que dans le document, il a trouvé 2 notaires. Par contre, il n'a pas été capable de me dire lequel est celui qui est en participation. Donc, on me met une étoile, c'est-à-dire que l'étoile, c'est la donnée qui est censée être la meilleure et celle qui est la mieux qualifiée pour cette situation. Dans le cas présent, on voit qu'il se trompe, puisque c'est pas Maître Romain Brieux qui est en participation, mais c'est Angèle Robertino. Donc, je vais cliquer sur son nom et automatiquement, l'information va se remplir dans la donnée. Et je développe comme ça, ainsi de suite. Je vais valider toujours ces informations avec toujours le contrôle du document à la droite. Et je vais saisir comme ça l'ensemble des informations et ainsi de suite jusqu'à finir de créer mon dossier. Donc, je vais remplir les informations d'usage qui, vous savez, sont indispensables. La commission d'agence, bref, toutes ces informations. On a détecté qu'il y avait une condition suspensive de prêt, automatiquement oui. La date de réalisation, il n'y en avait pas. Et une fois que j'ai alimenté toutes ces informations, je vais pouvoir créer le dossier automatiquement et vous voyez que toutes ces informations ont été rentrées. Bien évidemment, ces informations sont éditables, bien évidemment, elles sont modifiables. Imaginez qu'une fois que vous receviez la promesse, ces informations sont modifiées. Vous pouvez faire remonter les informations dans cette fenêtre. Ça, c'est le premier cas d'usage.
on verra effectivement que cette capacité aujourd'hui qu'on a de pouvoir identifier de la donnée à partir de documents ouvre des perspectives qui sont tout simplement sans limite, puisque à chaque fois qu'on regarde à droite, on a une idée, chaque fois qu'on regarde à gauche, on a une idée. Je dirais qu'on a des sujets à porter pour les quelques années à venir. Et puis, sur ces sujets d'automatisation, bien évidemment. Et puis enfin, le dernier sujet dont je voulais vous parler autour de Kivia aujourd'hui, c'est la mobilité. Et à travers cette application mobile, donc je vais poser mon micro et vous montrer. Voilà, normalement, on voit mon écran, tout va bien. Donc, je vais rechercher mon application Kivia. Donc, bien évidemment, je bénéficie de toutes les fonctionnalités attachées au téléphone, le Face ID, etc., etc. Et là, je me retrouve avec l'ensemble finalement de mon produit dans mon téléphone. Bien évidemment, je ne peux pas produire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un acte ou faire un courrier depuis son application mobile. Ça paraît un peu évident. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller consulter un dossier. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les données de mon dossier, je vais avoir les coordonnées de mon client, je peux envoyer un message à mon client, l'appeler, lui envoyer un mail, je peux également éditer sa fiche. Ça, par contre, on a laissé cette possibilité de pouvoir éditer les fiches clients. On va pouvoir... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Consulter le compromis. D'accord ? Je suis en déplacement, je veux vérifier la donnée, plutôt que de sortir le dossier, etc. Je peux consulter directement le compromis sur mon téléphone mobile et je peux bien évidemment également le partager. Grâce aux fonctionnalités intégrées, je vais pouvoir, en cliquant ici, choisir à qui je veux partager le document et la façon dont je souhaite le partager. L'autre fonctionnalité qui est très intéressante dans cette application, c'est que de la même façon qu'on a la possibilité d'en sortir de l'information, c'est-à-dire d'envoyer des documents, de partager des documents de quelque moyen que ce soit, tous les moyens qui sont offerts par le device que vous allez utiliser, on va pouvoir également rentrer de l'information dans ces documents. Vous voyez qu'il y a un petit plus ici. Grâce à ce petit plus, je vais pouvoir soit utiliser ma bibliothèque numérique, enfin mon appareil photo ou un document que j'aurais reçu par mail ou autre. On peut imaginer prendre une photo. Et ça, je me rappelle Hugo, il y a 6 ans, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit ce qui serait top, c'est quand je vais en rendez-vous, je voudrais pouvoir prendre une photo et le renvoyer dans le dossier. Bon, il aura fallu 6 ans, mais aujourd'hui, il a fallu attendre que tu quittes le notariat aussi l'étude en tout cas, pour pouvoir avoir cette fonctionnalité. Voilà l'ensemble un peu, alors de façon très rapide, parce que comme je vous l'ai dit, il y a d'autres fonctionnalités qui sont liées à la production, et je vous invite à aller sur notre stand pour avoir cette démo de A à Z. Mais d'une façon très macro et très rapide, vous donner une vision un peu de ce qu'était le produit, des directions qui ont été prises. Je pense que tout ce qui concerne l'ergonomie, on parlait ce matin du double écran. C'est de notre ami Dell là, qui évoquait la productivité inhérente au double écran. C'est vrai qu'avec ce nouveau produit, le fait d'être sur des pages web, on va pouvoir splitter les informations sur l'ensemble des écrans. Enfin bref, tout ça va dans le gain de temps, la dématérialisation, le sans-papier. Ça, c'est des notions aujourd'hui qui sont très chères, notamment à nos membres du lab, toute la dématérialisation et le sans-papier. De quoi ? Tu valides pas ? Ah. Ok, on n'avait pas la même notion du sans-papier. Voilà pour cette partie. Je vais refaire un petit rollback sur les slides et notamment donc sur le cheminement de la gestion de la data et les opportunités que ça nous ouvre aujourd'hui. Comme on vous le disait, aujourd'hui on a travaillé sur toute la partie avant-contrat, que ce soit les promesses, les compromis et les contrats de réservation. On voit aujourd'hui que le nombre de contrats et le nombre de documents qui vont pouvoir être gérés, je pense notamment aux titres de propriété, les relevés de compte, les états hypothécaires et autres. Tous ces documents, à l'arrivée, grâce à cette extraction de données ou à la classification de la data, va aboutir sur des usages qui sont déjà au cœur du produit en ce qui concerne la création des dossiers, la création des fiches clients qui est en train d'être implémentée et l'état d'avancement du dossier, c'est-à-dire l'automatisation autour des états d'avancement du dossier, être capable de capter les dates qui sont intégrées dans les documents pour automatiquement faire dynamiser ces états d'avancement. Et puis,
tout naturellement, d'autres projets qui seront intégrés, à savoir la rédaction d'actes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas automatiser certaines branches de la partie rédaction d'actes par rapport à cette quantité de data qu'on aura accumulée en amont. La gestion des déclarations de succession aussi, qui est un sujet très intéressant sur lequel on a commencé un peu à travailler. Et puis j'ai laissé des points de suspension parce que des sujets, il y en a plein et que ce serait très compliqué de faire tout le tour aujourd'hui. Les états hypothécaires, ce que je disais en bas. Bon, voilà pour cette vision un peu de ce sur quoi on s'est engagé aujourd'hui. Toute la phase ergonomique, comme je vous l'ai dit, elle est très importante, mais il y a aussi tout ce support de la data et de l'IA qui est au cœur de nos sujets et de nos développements. Tu veux qu'on parle d'IA un peu ? C'était brillant. Et puis en plus, on n'a pas de pétrole, on a des idées, c'est d'actualité, ça c'est bien. Et la suggestion, en effet, on en parlera aussi, parce que forcément, aujourd'hui, c'est la suggestion, ça permet, c'est comme l'autocomplétion, quand vous êtes en train de rédiger quelque chose, ça va vous suggérer des choses par affinité. Pauline nous en parlera aussi. On a parlé d'automatisation, de fluidification, de suggestion d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours dans cette démarche de co-construction, co-innovation, co-design, etc. Bon, c'est du wording, c'est de la sémantique, ça veut tout peut-être et rien dire. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Parce que c'est des messieurs, Polysoc sur l'aspect techno. Il va nous expliquer un peu le travail aussi qui a été réalisé sur une approche métier et usage. C'est pas le tech dans son coin, les notaires de l'autre. C'est vraiment... on part d'un socle, d'une base métier pour pouvoir justement construire autour. Et forcément, l'apport aussi de l'expertise métier, celle d'Hugo, mais pas que celle d'Hugo, celle d'une force collective, de cette intelligence collective qui est InnoteLab, c'est ça. Hugo, dans le cadre justement aujourd'hui de cette démarche de co-construction, vous avez fait en sorte que ces évolutions de Kivia collent au plus près de la pratique et des usages du notaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment ça s'est passé du côté du notaire, comment vous avez ajusté, suggéré, etc. Comment c'est ce cheminement? C'est la force du collectif que vous avez réussi à mettre en place. C'est-à-dire que sans ce lab, individuellement, je pense que vous aviez des échanges permanents avec une grande partie de confrères. Vous récupériez, je pense aussi, des informations qui étaient un petit peu disparates. Et le fait de nous avoir mis ensemble a fait que, on a pu mettre en commun nos échanges, nos réflexions, ce vers quoi on imaginait qu'il fallait tendre. Et puis il en est né en fait des discussions plutôt enflammées en fait, je trouve. Mais à la fin très souvent consensuelles. Ça veut dire qu'on s'est véritablement alimenté les uns les autres. Et cette discussion que vous avez favorisée a vraiment révélé des axes de direction. En tout cas, ce que vous nous proposiez était soit validé, soit corrigé. Et ça, ce collectif était passionnant, et je suis assez content que même au bout de 6 ans, je me souviens bien de cette histoire de photo où moi j'avais un exercice professionnel qui était assez spécifique, très en mobilité, donc avec des besoins très spécifiques, et effectivement souvent en vadrouille, faire remonter de l'information. C'était mon téléphone, c'était mon scan en fait, c'était à l'ouverture tout simplement d'un rendez-vous de succession. J'ai de l'information. Comment éviter de décharger le client de ses papiers, de les numériser et de le rendre à l'étude? Comment je peux directement les faire rentrer dans mon système d'information? Donc c'est vraiment des choses extrêmement pratiques et de confronter, parce que nos pratiques ne sont pas les mêmes. Je trouve qu'aujourd'hui le résultat est déjà bluffant, même si j'adore les 3 petits points à la sortie qui font que Polly va nous dire aussi que son métier n'est pas là de s'arrêter. Alors Polly, justement, il y a peut-être des érudits, des néophytes de l'IA. On a tous compris aujourd'hui l'apport de l'IA de manière concrète et ses bénéfices. Je vais te laisser... oui, bien sûr. Oui. Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que dit Hugo, et ce qui est très important, notamment dans la mise en œuvre de Kivia. Thomas en parlait aussi hier, c'est l'itératif. Il faut savoir que en même temps que Kivia, on a également changé nos méthodes de travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez de InnoteOffice 360, c'est le premier produit que j'ai eu en charge quand je suis arrivé au sein de la direction des produits à Genapi.
c'est quelque chose, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait un cahier des charges, on a eu des résultats 2 ans après presque. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle des cycles en V, c'était des méthodes de développement, hein, on travaillait comme ça à l'époque. On faisait des cahiers des charges qui faisaient 80, 100 pages. Et puis on avait des résultats qui arrivaient 2 ans après, avec très peu finalement de possibilités de revenir sur les directions qui avaient été prises, quelle que soit l'évolution de l'écosystème notarial, quels que soient les besoins qui pouvaient être exprimés. En même temps qu'on a mis en œuvre Kivia, on a également complètement révolutionné nos méthodes de travail pour aller sur des méthodes agiles, qui nous permettent donc d'avoir des cycles de développement de 4 mois, c'est-à-dire qu'on met en œuvre des fonctionnalités dans le produit sur un cycle de 4 mois en règle générale. Et ce qui nous permet, le cycle, c'est on dit, ben voilà, dans 4 mois, c'est ça ce qu'on est capable de faire et c'est cette fonctionnalité qu'on va avoir. On rentre dans toute cette phase de conception où on travaille encore également très près du lab, qui valide les maquettes, qui valide les workflows, l'UX, comme parlait Thomas également, toute la partie UX design qui est intégrée dans les produits. Et ce qui nous permet aujourd'hui de faire évoluer Kivia de façon très rapide, c'est-à-dire que pour voir les évolutions et ce produit continuer d'évoluer, c'est pas une cible à 1 an, ce sont des cibles à 3-4 mois. C'est-à-dire que régulièrement, on livre du contenu dans ce produit et on fait évoluer ce produit de façon constante et permanente. Et ça, c'est très important, c'est le changement de nos méthodes de travail, le fait de travailler au plus près du besoin et des attentes, au plus près de nos équipes de développement et d'être toujours en mesure de revenir sur ce qu'on a mis en place, de réévaluer finalement les priorités et surtout de livrer de façon très régulière et itérative du contenu dans le produit. Tu le gardes parce que tu peux partir avec même. Polly, je vais t'inviter à venir nous rejoindre. Je vais repartir avec aussi. Je pense que tu veux nous présenter peut-être certaines choses. Juste réexpliquer aussi l'histoire justement avec Genepi, comment vous avez construit ensemble cette architecture et ce design, et puis notamment de faire un panorama peut-être aujourd'hui de l'IA au sens large pour resserrer peut-être justement vers Kivia. T'avais pas des... Oui, alors j'ai quelques slides, mais oui bon, je peux aussi tout à fait le faire. Attends. Tiens, si tu veux te mettre debout et... Ouais, peut-être se mettre debout pour pouvoir voir l'écran correctement. Juste... Oui, t'es devant l'écran, mais... je vais me mettre... C'est la méthode agile, excusez-moi, pardon. Je vais passer par là, vas-y, je prends un petit café. Moi. Merci. Oui, en fait, juste avant de commencer, je voulais juste présenter un petit peu Soflo, parce que Soflo, c'est une société qui s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle depuis 2015. Et on a rejoint le groupe Septéo en 2020. Et en fait, nos premières missions, c'était de travailler avec Stéphane et tes équipes sur le développement de cette intelligence artificielle au sein de Kivia. Alors qu'on parle d'intelligence artificielle, quand on aborde ce terme, généralement, en fait, on pense à des robots tueurs ou peut-être des agents personnels qui pourraient communiquer avec nous. Alors, dans les faits, c'est pas trop ça. Par contre, ça apporte quand même son lot de bénéfices. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Hop. Je sais pas si ça fonctionne. Voilà. En fait, la chose la plus importante avant de rentrer dans la technique et de voir vraiment comment est-ce qu'elle fonctionne, c'est de comprendre déjà à quoi sert l'IA. C'est vraiment ça la vraie question, parce que si on ne répond pas correctement à cette interrogation, en fait, on est tenté de créer des IA qui nous permettent de savoir quel est le temps d'aujourd'hui, mais ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas, passer le côté waouh, on se rend compte que c'est qu'un seul gadget et qui ne sert pas vraiment au quotidien. Donc la vraie question en fait de l'IA, c'est de savoir où est-ce qu'on la place au sein de nos applications pour qu'elle puisse être le plus utile possible. Alors pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà comprendre comment sont bâties les applications d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez l'habitude d'utiliser eNote pour certains d'entre vous, peut-être Kivia bientôt, j'espère en tout cas, et puis d'autres applications, des CRM qui vous permettent de gérer votre quotidien. Alors toutes ces applications-là, en fait, elles sont bâties sur un principe très simple. En fait, elles se basent sur ce qu'on appelle l'IHM. L'IHM, en fait, c'est interface homme-machine, et c'est ce qui vous permet de dialoguer dialoguer avec la machine, qui elle est composée de 0 et de 1. Donc voilà, on vous permet de pouvoir
lui donner des ordres pour pouvoir produire des rapports, vous alerter sur des dates importantes, etc., à travers une interface conviviale et qui vous permet de la commander. Donc ça, c'est génial, ça rend des services tous les jours, voilà, il n'y a pas de débat dessus. Par contre, en fait, là où le bas blesse, c'est que pour pouvoir rendre tous ces services, en fait, la machine a besoin de data. Donc en fait, la data, voilà, c'est les dates que vous allez rentrer, c'est les fiches immeubles que vous allez renseigner. Voilà. En fait, il y a quand même un prérequis. Si on ne rentre pas de données dans la machine, en fait, elle ne va pas pouvoir vous sortir les informations que vous recherchez et pas du tout vous être utile. Alors, comment est-ce qu'on rentre de la data dans la machine? Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, entre tous les documents que vous devez saisir et l'IHM, en fait, c'est vous. C'est vous aujourd'hui qui saisissez la donnée pour qu'après, ensuite, vous puissiez gagner en productivité. Et c'est vraiment là où est-ce qu'on a positionné l'IA dans nos applications. C'est vraiment à des endroits stratégiques où elle va vraiment pouvoir vous rendre service en vous libérant de toutes ces tâches chronophages, rébarbatives le plus souvent et à tous les coups sans grande valeur ajoutée. Donc là, on l'a vu, vous allez gagner en productivité, comme l'a montré Stéphane tout à l'heure avec sa démonstration. L'IA va relever les tâches, enfin les informations pour vous. Vous serez, au lieu de faire de la saisie, vous allez pouvoir faire du contrôle de qualité et de la contrôle de données. Vous allez pouvoir passer à l'échelle à moindre coût, parce que vous allez pouvoir mettre 100 documents, 1000 documents, autant de documents que vous voulez. Il n'y aura qu'une seule machine, qu'un seul algorithme en face qui va réaliser le travail. Et l'avantage aussi, c'est que l'IA ne fatigue pas. Vous allez pouvoir travailler avec elle le matin, et le soir, elle sera toujours en forme. Et même au-delà si vous voulez. Et encore une fois, le temps que vous ne passez plus à saisir la donnée, vous le faites pour contrôler la qualité de la data, on en parlait tout à l'heure, pour que l'application puisse vous rendre les plus grands services. Alors vous l'avez compris, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vais vous l'expliquer. L'IA que nous développons chez Septéo et particulièrement pour Genapi, elle est vraiment spécialisée dans la compréhension des documents. C'est ce qu'on appelle en fait le NLP. Donc le NLP, la particularité, c'est de pouvoir lire des documents, en extraire des informations et pouvoir vous les restituer. Donc en fait, il y a deux grandes tâches de travaux, enfin deux grandes familles de travaux. Il y a la classification de documents, donc c'est une tâche qui est primordiale parce qu'en fait, c'est à partir de celle-ci qu'on va pouvoir appliquer des algorithmes qui sont spécifiques aux usages qu'on veut adresser. Donc on parlait tout à l'heure de documents avant contrat, donc c'est le compromis, les promesses de vente, etc. Une fois qu'on a détecté le type de document, on va pouvoir en extraire les entités nommées. Alors les entités nommées, qu'est-ce que c'est? C'est les noms de personnes, comme je l'ai marqué là, les dates, les lieux, etc. Mais c'est pas que ça, parce que finalement, détecter le nom d'une personne, savoir que c'est Michel Durand, ou détecter une date qui est composée d'un jour, mois et année, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour le faire. Par contre, détecter que cette date, c'est une date butoir, par exemple, pour l'obtention de prêts, ou détecter un montant qui est le montant d'une transaction. Sans l'IA, en fait, on pourrait le faire, mais ça serait vraiment fastidieux. Et c'est surtout qu'en fait, on ne pourrait pas gérer tous les cas, parce qu'on est incapable de connaître toutes les topologies de contrats. Et grâce à l'IA, en fait, on va pouvoir vraiment s'entraîner à comprendre les documents et à vous restituer l'information dans l'application. Après, l'IA, c'est là où en fait, je voudrais aussi insister, c'est que en fait, l'IA toute seule, en fait, elle sert à rien. Je pense que on l'a dit pas mal hier aussi pendant la conférence avec Thomas. Stéphane l'a répété tout à l'heure. L'IA sans cas d'usage, en fait, ne sert à rien. C'est juste un gadget. Donc c'est vraiment ça. C'est en ce sens-là que la co-construction avec plusieurs métiers est fondamentale. Bien sûr, il y a nos data scientists qui œuvrent tous les jours pour vous mettre à la technologie qui est parfaitement adaptée à votre application. Mais en fait, les data scientists seuls ne servent pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il y a un vrai concours avec les chefs produits, donc avec les équipes de Stéphane, qui nous a mis à disposition pas moins de 4-5 PO, je crois.
il y a les expertises, l'expertise métier. Hein, sans l'apport du métier, de toute manière, on ne pourra pas faire grand-chose. Et en tout cas, à coup sûr, on sera à côté de la plaque. Et puis, il y a aussi une composante qui est importante, bien sûr. Bon, il y a les développeurs, mais il y a aussi la partie UX. Sans cette partie UX, en fait, comme c'est quand même une nouvelle technologie, on a besoin d'avoir peut-être des nouvelles façons de penser et de concevoir nos applications pour qu'elles puissent répondre vraiment à cette nouvelle technologie. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, en fait, comment fonctionne l'IA? Alors, c'est un principe qui est assez simple. En fait, c'est comme un peu un élève et son professeur. L'IA, elle apprend grâce à ses erreurs. En fait, elle va essayer de prédire une première fois, et puis on va lui dire non, tu t'es trompé, ah oui, là c'est bon, et si tu t'es trompé, voilà comment est-ce qu'il faut que tu te corriges pour que tu fasses mieux la prochaine fois. Et en fait, c'est vraiment ce cycle-là, de manière itérative, des milliers de fois, qui fait qu'après, un jour, l'IA peut rendre ce service-là. Alors bien sûr, il y a le procédé automatique, hein, donc ça c'est des algorithmes qui se lancent automatiquement, etc. Par contre, si j'évite de tomber. Par contre, il y a aussi l'apport, encore une fois, du métier. C'est-à-dire qu'on se corrige, mais en fait, on ne se corrige pas tout seul. On se corrige aussi parce qu'en fait, les PO nous ont aidés à détecter nos erreurs et à partir de là, nous corriger et faire des meilleures prédictions. Je crois qu'à partir de là, oui, on va revenir derrière. Donc voilà, pour parler un petit peu de l'IA de manière macro, parce qu'après, rentrer dans les détails et parler d'algorithmes, alors ça pourrait être intéressant. Hein. Je pense que peut-être que certains d'entre vous sont très curieux de connaître un peu plus ce qui se passe sous le capot. Donc je pourrais répondre à ces questions-là. Mais voilà, de manière macro, un peu le visage de l'IA au sein de Kivia. Bravo, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que tu as appris ce qu'était la date butoir pour le prêt. C'est tout l'apport du métier dans notre collaboration. C'est quand même important de se rendre compte que finalement, le travail qu'on fait ensemble, à un moment donné, ils comprennent aussi ce qu'est le métier et ils arrivent aussi à adapter leurs travaux à ce qu'ils en comprennent, quoi. En fait, je pense que c'est presque primordial parce qu'en fait, si en tant que technicien, on ne connaît pas le métier qu'on adresse, encore une fois, on taperait à côté et puis au final, c'est plutôt le client qui en souffrirait. Alors nous, en tant que techniciens, on serait très contents parce qu'on aurait fait des algorithmes super puissants, mais qui ne rendront service à personne. J'aimerais qu'on entende aussi Hugo là-dessus, parce que Hugo, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez dans le rôle du notaire sur l'apport de l'IA, forcément aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté, alors non pas client du notaire, mais de l'autre côté, comme accompagnant justement, avec votre expertise sur la compréhension, la transition au changement des organisations, l'implémentation d'outils pour en tirer un bénéfice. Vous, aujourd'hui, c'est quoi l'usage concret que vous voyez justement par rapport à l'IA pour, un, rassurer le notaire, et deux, l'embarquer justement là-dessus sur les bénéfices qu'il va pouvoir en tirer? Alors là, vous avez bien vu que faire de l'IA et développer un algorithme pour le plaisir d'avoir techniquement quelque chose de très beau, s'il n'y a pas un cas d'usage derrière, ça n'a absolument aucun sens. Donc on voit bien là, toute cette logique de Genapi qui s'intéresse au cas d'usage, qui nous donne la parole, qui nous fait réfléchir, ça remonte, ça discute entre vous. Toutes ces interactions-là, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle n'est d'une certaine manière que c'est l'intelligence collective qui la précède. C'est-à-dire que c'est parce que tout ce petit monde se met ensemble qu'il y a des cas d'usage pour nos offices. Donc au sein du lab, ce qui est intéressant pour nous, c'était d'identifier à quel moment, sur chaque action que nous faisons, nous, nos collaborateurs dans l'étude, qu'est-ce qui est potentiellement automatisable, où il est possible de récupérer une donnée qui existe déjà pour éviter de la saisir une seconde fois. Donc il y a évidemment le risque d'erreur, et puis je pense également à la qualité ou à l'intérêt du travail que nos collaborateurs font. Pour que derrière on puisse avoir aussi bien de la donnée qui soit en constante amélioration, pour que la qualité de cette donnée soit meilleure. Et ce qui était sorti de Notalab, c'est que l'homme, le collab, le notaire, tout ce que vous voulez, c'est absolument à aucun moment l'intelligence artificielle qui va le remplacer.
mais qui par contre qui va faire clairement, qui va modifier les tâches de nos collaborateurs. Et on est beaucoup plus en vérification de la donnée qui est proposée. À terme, c'est évidemment une meilleure productivité, et pour le notaire chef d'entreprise, un petit peu moins tourné vers la production, mais en tout cas se poser ces questions-là, et de voir à quel moment, avec quels outils, et de quelle manière l'IA peut l'aider à produire mieux, à produire de meilleure qualité, et puis à faire en sorte que les collaborateurs aient un métier de temps en temps, pour certaines choses sans plus-value, c'est beaucoup plus responsabilisant d'aller vérifier une donnée que d'aller la recopier. Est-ce que vous m'avez parlé aussi du déplacement de la valeur et notamment aussi, Ouais. quand on parle du collaborateur, sur la mission du collaborateur, sur la qualité de la donnée, son traitement et comment elle est extraite en fait. Au niveau du déplacement de sa mission, chose fondamentale, comment dire, ce que j'apprécie énormément avec tout ce développement là, qui est en train de se mettre en place, c'est que vous vous posez la question de savoir à quoi sert l'IA. Nous, elle va nous servir aussi. À quoi ça va me servir? Si c'est juste pour que le collaborateur soit plus heureux le matin, c'est un point important. Mais si ça lui permet de se dégager 10 minutes et qu'un client qui a appelé ce matin puisse être appelé plus vite, naturellement, ça m'intéresse. Donc effectivement, naturellement, je vais vouloir encourager ce genre de choses. Et à aucun moment, l'IA va déshumaniser le travail. Elle va simplement enlever les tâches inintéressantes à un collaborateur humain. Et au contraire, peut-être certainement pouvoir accorder plus de temps pour améliorer cette relation humaine avec les clients que l'on a. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans la tête ou l'imaginaire peut-être des clients, d'après toutes les études que nous on avait menées dans le groupe, c'est que en fait ils étaient rassurés, les clients, de passer par des IA entre guillemets déontologiques, enfin des IA en tout cas qui engagent la responsabilité, le secret professionnel de notaires, de notaires, d'avocats. Parce que du coup ils sont plus en confiance quand le notaire explique à un moment donné dans un process, dans une chronologie à un moment donné d'un dossier, que là c'est traité par un collaborateur, là c'est traité par une IA pourquoi notamment on a parlé beaucoup de sécurisation de la donnée, sauf que votre rôle aussi principal c'est la sécurité juridique. Et là, on a bien vu que justement l'avantage, notamment sur les documents, sur la capacité avec le traitement naturel du langage, parce que tu parlais du NLP, mais on n'a pas expliqué tout à l'heure, c'est de pouvoir justement extraire des informations pour alerter son client déjà et le sécuriser. J'aimerais bien juste pour finir qu'on ait une démarche un peu sur les perspectives aussi, offertes, pour reprendre les 3 petits points de tout à l'heure. Offertes par l'IA, autour de quel type, par exemple, d'usage on pourrait, en faisant un petit tour de table, comme ça, les perspectives offertes. Est-ce que tu veux avancer peut-être sur le slide d'après, c'était ça? Non. Le slide d'après, c'était juste pour montrer qu'on évoquait tout à l'heure le traitement des documents dans le produit. On parlait des titres de propriété, bien évidemment les états hypothécaires, tous les types de formalités qui rentrent. Chacune peut faire l'objet d'un traitement particulier, d'un traitement différent, avec un objectif différent. Ça, c'est des choses qu'on a déjà ciblées. Un autre sujet sur lequel on a déjà commencé à travailler, je crois qu'on avait déjà fait une réunion dans le cadre du lab là-dessus, et on a déjà commencé à travailler avec Poly, c'est la gestion des mails. Effectivement, tu peux pour le coup avancer sur la slide d'après. C'est juste comme ça, hein, c'était juste pour montrer, ça va très vite, les réflexions, et que aujourd'hui les sujets qu'on a commencé à traiter et à initier avec le lab et avec Poly, c'est-à-dire que le mail est quelque chose qui est très très chronophage, qu'on reçoit des tas et des tas de mails qui, eux, non plus ne nécessitent pas chacun le même type d'action et la même nature d'action. Et là aussi, il y a tout un travail qui permettrait de faire gagner du temps à nous tous sur le traitement. On a repris un peu les différents axes qu'on pourrait mettre en œuvre dans le traitement des mails. Et ça, je veux dire, c'est pas du rêve, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très réalisable. Tu m'arrêtes, Poly, si je dis une bêtise. En tout cas, tu m'as dit que c'était très très réalisable. Tu m'as pas dit dans quel délai, mais que ça le serait. C'est la proposition de valeur de Poly. Ouais, c'est ça. Et tout le travail, par exemple, typiquement qu'on fait avec le lab dans ce type de travaux, ça va être de prioriser. Qu'est-ce qu'il faut prioriser dans la gestion des mails? Est-ce que c'est de faire identifier le contenu d'un mail et être capable de l'affecter à un dossier? Est-ce que c'est catégoriser les mails, ce qui nécessite une réponse? Est-ce que c'est simplement un client qui vous remercie pour l'envoi, ou effectivement la perte de temps d'aller chercher le mail, l'ouvrir, etc. n'est pas forcément utile?
initier des réponses automatiques sur certaines natures de mails, enfin bref, etc. Il y a plusieurs axes aujourd'hui qui existent et qui sont chacun d'entre eux réalisables, et ça fait l'objet des discussions qu'on a avec le lab de savoir quels sont les axes prioritaires à mettre en œuvre. Oui, Stéphane, en fait, effectivement, je ne peux que confirmer ce que tu dis. Les mails, ça rentre dans la même logique. Et puis, c'est vraiment notre philosophie chez Soflo et chez Septéo. C'est comment est-ce qu'on peut vous décharger de ces tâches, des tâches chronophages pour vraiment libérer votre métier. Et la gestion des mails fait partie justement des axes d'études, parce qu'en fait, on a bien vu que le temps qu'on perdait à classer les mails, alors que potentiellement, il pourrait se faire de manière tout à fait automatique, parce que dans l'entête du mail, il y a des informations qui nous permettraient de les classer dans tel ou tel dossier. Ça, c'est des choses qui sont à notre portée aujourd'hui. En tout cas, on l'a expérimenté avec la création de dossiers automatiques. Là, on va attaquer ce sujet-là vraiment très sérieusement pour pouvoir vraiment vous libérer un peu plus du temps pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur votre expertise métier. On voit bien justement parler de suggestion. Là, c'est dans les propositions de rangement, en effet, c'est de la suggestion. Oui, tout à fait. Okay. Pareil, Hugo, vous corroborez tout ce que tout le monde a dit. J'aime beaucoup, c'est un petit peu inquiétant même de savoir... C'est vous qui allez avoir maintenant une charge mentale assez lourde à gérer. Ne pas vous éparpiller, bien prioriser et continuer à ce qu'on échange sur les sujets. Et c'est vrai que nous tous, utilisateurs, quand on est au quotidien devant nos PC, on est souvent en train de se dire « Ah, si seulement si », et choses comme ça. Voilà, tout ce que vous nous partagez, c'est qu'effectivement, vous avez un retour qui est multiplié par peut-être 70 000 collaborateurs. Et même si vous n'adressez pas tout le notariat encore, en tout cas des dizaines de milliers d'utilisateurs qui voudraient que le produit évolue, et vous favorisez ces échanges, vous triez, nous sommes patients, et à terme, on a un produit, de qualité, et dont les améliorations sont continues. Ça, c'est phénoménal ce que tu as dit, parce que quand il s'agissait d'avoir après des fonctionnalités très importantes qu'il fait attendre parfois 1, 2, 3 ans pour qu'elles soient implémentées, là, avec Kivia et votre nouvelle façon de travailler, les interactions avec les équipes, le développement, tout ce que l'on voit, j'ai l'impression de voir des maquettes toutes les semaines quasiment différemment. La semaine dernière, je voyais des choses qui étaient différentes, et je sais que c'est déjà en production et ce sera vraiment livré rapidement. C'est très encourageant pour nous en tout cas. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est parce que en fait, là, ça paraît clair pour tout le monde. On parle de métier. Bon, et en fait, on pensait à l'époque. Je parle pas du monde d'avant, ça m'énerve tout ça. On pensait à l'époque, il n'y a pas si longtemps, que dans vos professions, il fallait du coup qu'on parlait d'IA, alors que c'était des grands concepts abstraits. On n'arrivait pas encore à visualiser le pourquoi, le comment ça allait s'intégrer. Et qu'il fallait embaucher des UX designers, des data scientists dans l'étude, des développeurs, etc. Ok. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de barrière à l'entrée, parce que aujourd'hui, ce sont des choses qui s'inscrivent de manière native et fluide dans des opérations, dans les études notariales. Et en plus, le coût supporté, nous, sur les investissements, du coup, derrière, il n'est pas si énorme que ça, parce que le rapport bénéfice-risque dont on parlait est extrêmement intéressant, en tout cas. Oui, puis je pense que le niveau général des confrères a évolué. Vous participez d'ailleurs à nous éduquer sur ces sujets-là du numérique. Et quand on a vu arriver l'IA, quand on a vu arriver la blockchain, c'était aussi des choses qui sont... La question se pose de savoir si l'outil, si le digital est à un moment là pour remplacer certaines fonctions, certaines fonctionnalités de nos études, ou même certains collaborateurs, ou si au contraire ce ne sont que des aides, donc aussi bien des aides à la production que des aides à la décision quand on a les outils sur la comptabilité, des choses comme ça. Je pense qu'on est tous passés maintenant de l'autre côté, on n'a plus peur de se faire remplacer, mais on sait qu'on a besoin d'être outillés. Un petit peu le parallèle qu'on fait avec la médecine. C'est-à-dire que le bon chirurgien ne peut faire un bon diagnostic que si il y a eu un bon scanner, que si aujourd'hui il y a analysé des milliers et milliers de documents. Au final, on aura toujours besoin de ces médecins, et ces outils-là nous aident clairement à prendre de meilleures décisions, en tout cas de bons conseils,
à défaut. En tout cas, le sujet, il est sur la qualité et sur le volume de la donnée. Et de poser les bons diagnostics, qu'on soit chef d'entreprise ou médecin. On va faire participer la salle comme d'habitude, et là, j'attends beaucoup de vous. On va se quitter dans pas longtemps. Et l'IA apporte aussi autre chose, merci Hubert. L'IA apporte des émotions. Puisque l'IA fait pleurer. On dit que l'IA ne pouvait pas être dans l'empathie, mais apparemment si. Est-ce que des personnes veulent réagir par rapport à ça, comme on a quand même des experts sur le sujet? C'est assez intéressant. C'est même très intéressant. Bénédicte, peut-être. Oui, parfait. On peut donner un micro, s'il vous plaît. De toute façon, on voulait vous laisser un micro sur la table, vous savez. 5 conférences plus tard, la même. Hein. Bah oui, je crois que vous vous êtes habitué à ma douce voix. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire la semaine prochaine sur d'autres conférences. Bah écoutez, je ne sais pas, peut-être m'inviter encore et toujours. Alors, écoutez, moi je suis absolument admirative de l'IA. Alors moi, j'avais eu la chance, le bonheur, le privilège d'assister à une démonstration Kivia il y a pas longtemps. Et on était au Château des Pères, pour tout vous dire. C'est un très beau cadre dans une ville qui s'appelle Piré-Chancé, code postal 35 150. Non, mais c'est important parce que quand on est notaire, on a le code postal viscéralement attaché à nos actes. Et voilà, je crois que là, on a franchi un cap. Mais un cap juste extraordinaire. Alors moi, je sais, vous n'aimez pas le monde d'avant, etc. Alors, je n'ai pas connu la machine à écrire, je n'ai pas connu tout ça, mais j'ai grandi, en fait, avec le logiciel eNote. Moi, j'ai démarré sous JuryWin. J'ai grandi avec eNote et c'est un peu mon bébé. C'est-à-dire que quand je vois toutes les avancées auxquelles modestement j'ai participé, parce que l'office notarial, et j'y mets un point d'honneur, est référencé pilote informatique. Donc j'ai l'honneur d'essuyer les plâtres, et ça c'est un vrai bonheur. Je suis malheureusement hors classe pour l'IA et je trouve ça... moi je pleure, mais pas comme votre collaboratrice. Moi je pleure de peine, hein, parce que j'aimerais tellement faire partie de ce laboratoire d'idées. Moi j'ai beaucoup d'idées pour l'après, pour les formalités postérieures. Hein, on en parle peu ou pas assez. C'est une des branches du notariat qui est toujours un petit peu malmenée à tort, parce qu'il y a des formalistes absolument sympathiques et accueillants, même quand il y a des rejets et des refus à traiter. Et voilà, je suis sûre qu'avec les avancées que vous évoquez, à un moment, on sera en capacité d'avoir une résolution de ces rejets-refus et de les avoir même anticipés pour les éviter. Voilà. Et je voulais vous remercier parce que ce sont de très belles conférences, vous êtes de bons orateurs et voilà, j'ai pris un plaisir infini à vous écouter tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'oubliera pas les formalités postérieures. D'autres compliments dans la salle, peut-être? De témoignages? Reproche pour descendre comme ça? Non? Moi, je suis blasé, je vous donne mon micro parce que... Merci. J'ai deux questions. La première, c'est concernant l'agenda. J'avais cru entendre que peut-être avec Kivia, il n'y aurait plus d'agenda propre à eNote et que ce serait plutôt assis sur un agenda type Exchange Online. Est-ce que ça va être le cas? Et ma deuxième question, c'est plus une question commerciale. Est-ce que c'est une couche qui améliore eNote ou est-ce que c'est une couche optionnelle qui est payante? Enfin, les deux sont valables, mais... Alors, sur la partie agenda, effectivement, alors dire que c'est en route serait un peu, c'est décidé en tout cas, c'est validé qu'effectivement on abandonne l'agenda propriétaire pour revenir sur l'agenda Outlook. Maintenant,
on a eu plusieurs freins dans la priorisation de ces sujets. C'est d'une l'usage, c'est qu'on se rend compte que finalement l'agenda Outlook, il a énormément de capacités et de possibilités qui sont offertes, et que globalement les utilisateurs, il y a quand même une assez mauvaise connaissance de ce produit, donc ça veut dire un accompagnement et donc forcément des choses à prendre en compte. Et puis il y a aussi bien évidemment tout le fonctionnel qui existe aujourd'hui dans notre agenda, que ce soit les liens avec les dossiers, que ce soit toute la partie planification de rendez-vous, rendez-vous en ligne, etc., qu'il faut qu'on redéveloppe dans les nouvelles technos Kivia. Donc la décision est prise. Pour l'instant, ce que je vous ai montré, effectivement, va se baser sur des API qui vont interroger notre agenda. Mais l'évolution, en tout cas, l'évolution, elle est validée. Après, est-ce que ça verra jour d'ici la fin de l'année? Très honnêtement, je pense pas. Maintenant, ça sera un projet à coup sûr de l'année prochaine. Sur, c'était quoi la deuxième question? Le coût? Tu veux que ce soit moi qui réponde à cette partie? Florence, non? Tu veux prendre le sujet? Donc c'est payant. Florence, Non, mais voilà, déjà, tu peux compléter, s'il te plaît. Je te laisse compléter alors. 3 ans de développement. Ouais. Donc, Kivia est commercialisé sous forme d'un socle de base et c'est construit avec un principe de marguerite avec 4 bouquets. Donc, vous avez un socle, puis un bouquet de comptabilité qui est Kaflo. Vous avez un second bouquet qui, si on fait écho à notaire chef d'entreprise, qui traite tous les états de reporting, de tableaux de bord qui sont intégrés, et 2 bouquets complémentaires, K-Connect et K-Link pour toute la partie mobilité, agenda en ligne et espace client, espace partenaire. Donc dans le principe de commercialisation, on reviendra bien sûr vers vous de manière individuelle, mais on annule et remplace, en fait on fait le point sur vos abonnements annuels et on annule et remplace effectivement avec une lisibilité en termes de nouvel abonnement, sachant qu'un élément majeur, on passe du poste à l'utilisateur nommé, puisqu'on est sur un principe de SSO et d'identification. Donc vous allez effectivement être sur un principe de user que vous pouvez utiliser en multi-device. Merci Florence. Tu veux? Bon, de toute façon, il y aura une suite, hein, vous allez vous revoir tous après, hein, vous allez échanger, donc il n'y a pas de souci. Guillaume, je vais quand même te laisser... Voilà. Bien. On va clôturer cette première Genapi Academy. Vous aurez l'espace détente à votre disposition après pour continuer à voir les quelques partenaires qui sont encore là et échanger avec toujours les collaborateurs Genapi, et je vous souhaite un bon retour. Quand j'ai démarré l'ouverture, je vous ai dit que j'avais de la chance. En fait, je la mesurais pas vraiment parce que après ces 26 heures, du coup, j'ai compté passer ensemble, si j'enlève les quelques heures de sommeil pour certains. Eh bien, je fais vraiment un constat d'un échange très important et surtout une convivialité dans la réflexion. Je pense que tous les collaborateurs avec qui vous avez échangé, vous avez écouté sur les conférences, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'interactions, ce qui est très intéressant. Ça prouve que les sujets étaient les bons et qu'ils ont suscité de votre part de l'intérêt. À nous d'emmagasiner tous ces retours, ces réflexions pour faire évoluer, au-delà effectivement des travaux que nous faisons avec le Labs depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Il y a tout le quotidien et vos pain points que vous nous avez pu nous évoquer lors des sessions de formation. J'ai des listes comme ça de comptes rendus qui me sont déjà arrivés de mes collaborateurs lors des conférences. Eh bien, on va s'engager effectivement à essayer ne pas que travailler dans Kivia, même s'il y a des équipes dédiées à ça, mais continuer à améliorer également le quotidien d'Inote pour faciliter les choses. Récemment, Lionel et ses équipes ont beaucoup travaillé sur les temps de réponse, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais voilà, on a, à titre d'exemple, il y avait des dossiers qui mettaient 2 minutes à s'ouvrir, aujourd'hui c'est 3 secondes. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va continuer à vous fournir, donc rassurez-vous, Inote n'est pas mort. Bien évidemment, l'avenir, c'est Kivia.
Kivia, vous l'avez compris, c'est progressif. Aujourd'hui, vous avez les premiers pétales de la marguerite. Vous avez une partie du cœur qui a été changée, mais reste encore la tige et puis les pétales historiques, notamment la production. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier toutes et tous. Je voulais remercier également les partenaires, les organisateurs, mais je ne vais pas refaire les Oscars. C'est surtout vous, clients, notaires, collaborateurs, qui êtes venus à notre rencontre. Et j'espère que vous pourrez, si vous avez passé un bon moment, en plus de la soirée, vous avez passé un moment de réflexion avec nos équipes, le partager autour de vous pour que l'édition suivante soit vous soyez encore plus nombreux, que ce soit encore un grand succès. Merci à vous toutes et à vous tous.